Ce programme vous est proposé en audiodescription. Chaque accident entraîne une enquête minutieuse. American aviation is the safest in the world. Généralement, elle aboutit à des recommandations dont l'application permet d'améliorer la sécurité aérienne. Laissez-moi vous aider. C'est ainsi qu'au fil des années, l'industrie aéronautique a réussi à offrir un niveau de fiabilité remarquable et quasiment unique dans le monde industriel. Les gens délaissaient leur voiture pour monter dans ces avions bleus et blancs avec un personnage de dessin animé comme emblème. Mais rien n'est jamais gagné, et lorsque les leçons d'une catastrophe ne sont pas retenues, Seigneur Tout-Puissant, les mêmes causes peuvent engendrer les mêmes effets. Voici l'histoire du vol ValueJet 592. We are in an emergency. Miami, 6 mois après le crash du vol ValueJet, la pire catastrophe aérienne qu'ait connue l'État de Floride aux États-Unis. ValueJet forced many people in this agency to ask some very tough questions. Entre controverses et récriminations, les auditions publiques menées par les enquêteurs se font dans une ambiance tendue. I'm the mother of the captain of ValueJet 592, Captain Candlin Chamberlain Kubek, and I am very angry. c'était une de ces affaires qui font date et fascinent l'opinion publique parce qu'elles sont très préoccupantes. I have always thought this crash was very preventable and very senseless. ValueJet 592 fell out of the sky because of a complete breakdown of the system. La puissante administration fédérale de l'aviation américaine, la FAA, est sur la sellette. Elle n'a pas réussi à imposer des consignes de sécurité élaborées 8 années plus tôt à la suite d'un autre accident. En 1988, l'équipage d'un DC-9 d'American Airlines avait réussi in extremis à poser son avion en feu et à sauver la vie de ses 120 passagers. Had the Federal Aviation Administration required fire and smoke detection and/or fire extinguishment systems as the Safety Board recommended in 1988, ValueJet Flight 592 would not have crashed. Et les 110 occupants du vol 592 n'auraient pas été les victimes innocentes des lenteurs bureaucratiques. Siège 11A et B. Car ils n'auraient jamais embarqué à bord du DC-9 de ValueJet ce matin du 11 mai 1996. Le vol 592 est censé durer 90 minutes et relie Miami à Atlanta en Géorgie. Laissez-moi vous aider. ValueJet, c'était une des plus grosses compagnies low cost. Les gens délaissaient leur voiture pour monter dans ces avions bleus et blancs avec un personnage de dessin animé comme emblème. J'ai rajouté quelques pinces à cheveux là aussi. Pour l'équipage, c'est le deuxième vol de la journée. Le commandant de bord est une femme, Candlin Kubek. À 35 ans, elle possède déjà une solide expérience professionnelle avec plus de 9000 heures de vol. Ok. Richard Hazen, le copilote, est plus âgé, 52 ans. C'est un ancien pilote de chasse. On met en route. On y va. Harnais, Mis. frein de parking. Enclenché. Le vol d'aujourd'hui embarque quelques 2 tonnes de fret divers. Des bagages des passagers, des sacs postaux et du matériel de la compagnie. Une fois l'opération terminée, l'équipage doit signer le manifeste de chargement de l'avion. On est prêt. Cette formalité remplie, les pilotes peuvent se préparer au roulage. Critter 592. Roulez pour la piste 09 gauche. 09 gauche, Critter 592. L'avion est un DC-9.
Construit par l'américain McDonnell Douglas, il a été mis en service en 1965. Il s'agit d'un court moyen courrier facilement reconnaissable avec ses 2 réacteurs à l'arrière et sa queue en forme de T. Le DC-9 sera construit à presque 1000 exemplaires et vendu dans le monde entier. L'appareil assurant le vol 592 n'est pas de toute première fraîcheur. Il a 27 ans et plus de 68 000 heures de vol à son actif. Bref, il est en fin de vie. Et lors du vol précédent, le pilotage automatique était tombé en panne, ainsi que le système de sonorisation de la cabine. Vous voulez bien faire une annonce pour vérifier que ça marche? Mesdames et messieurs, ici le copilote. Je vous confirme que notre vol décollera à l'heure prévue. Au moins, les mécaniciens du sol avaient-ils réussi à réparer la sonorisation? Ça marche. On vous reçoit 5 sur 5. Critter 592, décollage autorisé, piste 09, gauche. Pour ce qui est du pilotage automatique, en revanche, Puissance de décollage. la réparation devra attendre le retour de l'avion au siège d'Atlanta. Puissance de décollage. Car seuls les mécaniciens de maintenance peuvent réparer une telle panne. Rotation. Le ciel était relativement clément en ce jour de mai. Ils avaient hâte de rentrer chez eux. Vario positif. Il n'y avait pas d'inquiétude particulière concernant ce vol. Train rentré. En l'absence de pilotage automatique, l'équipage va devoir piloter manuellement l'avion durant tout ce vol de 90 minutes. De nos jours, ce n'est plus très habituel, mais cela n'a rien de difficile, surtout avec une bonne météo. C'était quoi? Je ne sais pas. On a un problème électrique. Ouais, l'alternateur est en train de lâcher. L'alarme indique que les batteries de l'avion sont en train de se décharger. Une interruption de l'alimentation électrique pourrait avoir de graves conséquences à la fois sur certains systèmes de vol, mais aussi sur une partie des instruments. On perd les instruments. Après seulement 6 minutes de vol, l'équipage est confronté à une série de défaillances majeures. Critter 592, contactez centre de Miami sur unité 32 décimale 45. Au revoir. Pour le contrôleur de Miami, le vol 592 est déjà en route pour Atlanta. Mais le commandant Kubek décide de faire demi-tour. Nous devons retourner à Miami. Vous ne sentez pas la fumée? Soudain, l'origine des problèmes électriques apparaît au grand jour. Le feu est en train de littéralement ronger le DC-9. « 592, demandons retour immédiat à Miami. » Une seule chose à faire dans une telle situation, se poser au plus vite. Il faut descendre le plus rapidement possible. Pour cela, on incline le nez vers le bas de 5 à 6 degrés, en évitant de trop accélérer. Sinon, on risque d'être en survitesse et de désintégrer l'avion. Reçu Critter 592, virez à gauche, cap 270, descendez et maintenez 7000 pieds. Quel est votre problème? Feu à bord! Fumée dans le cockpit. Fumée dans la cabine. Ok, bien reçu. Le copilote s'occupe de la radio. Le commandant a les commandes. Ils veulent essayer de se poser. Ils travaillent en parfaite coordination, comme la procédure l'exige. Ils ne paniquent pas, ils n'abandonnent pas. Quelle altitude? 7000 pieds. Pour poursuivre sa descente, le commandant doit réduire la poussée de ses moteurs. Mais le réacteur gauche ne répond plus et reste bloqué à la puissance affichée en montée. Par contre, le moteur droit ralentit, déséquilibrant l'avion et le faisant virer sur la droite. Fort heureusement, les ailerons fonctionnent encore et le commandant arrive à compenser le déséquilibre. On avait un bon équipage aux commandes de cet avion. En cabine, c'est la panique. Le personnel commercial n'arrive plus à contrôler les passagers affolés par les flammes, ravageant le plancher et dégageant une épaisse fumée toxique. Les gens respiraient une fumée épaisse et toxique. Quand on est confronté à un incendie à bord, on se sent totalement impuissant. Il y a très peu de choses à faire. À 2000 mètres au-dessus du sol de la Floride,
le commandant Kubek prend un dernier virage assez serré pour rejoindre l'aéroport. Il y a le feu partout! L'équipage du DC-9 en détresse n'a plus que quelques secondes devant lui pour tenter de poser l'avion sur la piste. Critter 592. Donnez-moi l'aéroport le plus proche. Critter 592. Les secours sont prêts. Au sol, les secours d'urgence se mettent en position à proximité de la piste. L'avion commence à perdre de l'altitude. Il est hors contrôle. La demande du copilote pour l'aéroport le plus proche est le dernier message radio émis par l'équipage. Quelques instants plus tard, le DC-9 entame une plongée mortelle vers le sol à plus de 700 km/h. Le vol 592 vient de s'écraser dans un des endroits les moins hospitaliers de la région, les marais de Floride. La partie sud de la Floride est largement recouverte par de gigantesques marais. Des centaines de kilomètres carrés de mangroves et de prairies noyées sous une eau peu profonde. Le premier défi des sauveteurs sera de retrouver l'épave dans cet enfer vert et humide. Les recherches sont principalement menées par les hélicoptères de la police de Miami. Ce sont eux qui vont retrouver les restes de l'avion perdu dans les marécages. Federal safety officials say it's the most difficult recovery operation they've ever faced, with wreckage strewn like confetti in a muddy, alligator-infested swamp that can only be reached by helicopter or airboat. The very waterous, marshy area, and that's proving difficult to reach people that may have survived this crash. Pour secourir d'éventuels survivants, tout le monde sait que les premières heures sont déterminantes. En 1972, un autre accident est survenu dans la même région. Un avion d'Eastern Airlines s'est écrasé à 6 km de là. Les sauveteurs arrivés tardivement n'avaient pas pu empêcher la noyade de plusieurs passagers survivants. Se retrouver dans un marécage après un crash, c'est une expérience dévastatrice. On sentait l'odeur du carburant. On sentait l'odeur du fluide hydraulique. Ça sentait vraiment la mort. La plupart des débris de l'appareil sont recouverts par les eaux troubles du marais. L'épave était en plein milieu des marais, dans un environnement très hostile. On ne savait pas ce qu'elle pourrait nous apprendre, ni ce qu'on pourrait en récupérer. On se protégeait au maximum. On enfilait d'abord une combinaison spéciale, puis des manches par-dessus. On mettait 2 paires de gants chirurgicaux, et par-dessus encore, on mettait des gants de travail qu'on fixait à la combinaison. Les sauveteurs doivent se protéger du kérosène et des autres substances plus ou moins toxiques présentes dans l'eau. Mais ce n'est pas tout. Une autre menace encore plus meurtrière rôde autour du site. Un tireur d'élite se tenait en permanence sur le toit de l'hydroglisseur. Les marais sont infestés d'alligators. Pendant que les plongeurs marchaient dans l'eau, les tireurs canardaient tous les alligators qu'ils apercevaient ou qu'ils entendaient approcher pour les faire fuir. Il faut quelques heures aux sauveteurs pour acquérir une terrible certitude. Il valait mieux espérer qu'il n'y ait aucun survivant. Les 105 passagers présents à bord du vol 592 sont tous décédés. Tout comme le commandant Kubek, le copilote Richard Hazen et les 3 hôtesses en cabine.
it's going to be difficult, if not impossible, to identify everybody. Il ne restait pratiquement rien de l'avion, à part d'innombrables débris, et rien non plus des passagers. Il fallait absolument éviter de penser à ce qu'on était en train de faire. Il fallait éviter de penser à ce qu'on était en train de ramasser, sinon c'était impossible de continuer à faire le boulot. Ma première réaction devant une situation pareille, c'est de la colère. C'est jamais plus. C'est comment est-ce possible? C'est que s'est-il passé? Pourquoi? Moins de 24 heures après l'accident, les enquêteurs du Bureau national de la sécurité des transports américains débarquent de Washington. Pour l'instant, ils ont peu d'éléments, hormis le signalement par les pilotes de la présence de fumée dans la cabine passager. Ok. Au travail, les gars. L'équipe est dirigée par Greg Fess, un des meilleurs enquêteurs du NTSB. On devait prendre du recul, et puis respirer un bon coup avant d'établir les priorités. Ok, je commence par quoi? Ensuite, il faut se donner les moyens d'agir. C'est la minute de vérité. On y va. Je me suis demandé comment j'allais gérer tout ça. La pression des médias est très forte. Tout le monde veut des réponses rapides. I'm determined to do everything I can to make sure that American aviation is the safest in the world. Les enquêteurs commencent par donner des consignes précises Votre attention, s'il vous plaît. à tous les volontaires venus les aider à récupérer les débris. Nous avons besoin de vos yeux. Nous allons quadriller toute cette zone marécageuse mètre par mètre. Comme je dirige l'enquête, on s'attend à ce que je réponde à toutes les questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Où voulez-vous qu'on aille? Comme d'habitude, la priorité absolue est d'abord de retrouver les 2 boîtes noires de l'avion. Voilà ce que nous cherchons. Ça, c'est l'enregistreur des données du vol. Et ça, c'est l'enregistreur des conversations. Si vous en trouvez un, l'autre ne sera probablement pas loin. L'enregistreur vocal pourrait révéler aux enquêteurs tous les sons du cockpit, y compris les échanges entre les 2 pilotes. Nous devons retourner à Miami. Ou encore des alarmes susceptibles de les mettre sur la bonne piste. L'autre boîte noire, l'enregistreur de paramètres, devrait, elle, leur permettre de détecter les défaillances mécaniques et électriques et peut-être d'identifier le point de départ de l'incendie. Bref, la récupération des 2 boîtes est indispensable pour avoir une chance d'expliquer les causes précises de la catastrophe. Si vous en trouvez une, je paie ma tournée de bière. Les boîtes noires sont équipées d'un petit émetteur envoyant un signal radio pour faciliter leur localisation. Les enquêteurs réclament un sonar capable de détecter le signal. Dans combien de temps on aura le sonar? Le sonar est en route. They'll be able to pick up those pingers to hopefully identify where, in fact, those boxes lie in the wreckage. Mais les techniciens de la marine s'aperçoivent rapidement que leur matériel très sophistiqué n'est pas du tout adapté au marécage de la Floride. Le balayage latéral du sonar n'a pas fonctionné parce que la végétation est tellement dense qu'elle fait écran. Du coup, on est revenu à des méthodes basiques. Les secouristes ont travaillé sur une ligne de front et ils ont marché côte à côte dans une zone que nous avions déterminée jusqu'à ce qu'ils heurtent quelque chose de dur. Finalement, c'est la force de travail humaine qui nous a permis de récupérer plus de 75% de l'épave. Alors que les recherches manuelles se poursuivent dans le marais, à Miami, d'autres enquêteurs réunissent tous les documents concernant de près ou de loin le vol 592. Et ils découvrent rapidement un indice intéressant. Avant le vol, l'avion a été retardé à cause, entre autres, de dysfonctionnements électriques mineurs. Une mauvaise réparation pourrait-elle expliquer l'origine de l'incendie? On ne négligeait aucune hypothèse. Ça pouvait aussi bien être un défaut dans les câblages qu'un court-circuit. On a vite compris que ce serait une enquête difficile. Sur le site, les conditions de travail des équipes de recherche sont pénibles. La Floride en mai, 35 degrés, 95% d'humidité. Restait à savoir combien de temps on pouvait travailler sous cette chaleur. Vous marchez péniblement, vous portez des cuissardes et vous marchez sur toutes sortes de trucs.
Et vous devez vous baisser pour les ramasser et voir ce que c'est. Parfois, on croyait ramasser une poignée de câbles et on se retrouvait avec un serpent dans la main. Tout ce genre de choses rendait le site particulièrement handicapant pour mener l'enquête dans de bonnes conditions. Tous les débris sont examinés. Au NTSB, Merritt Burkey est spécialisé dans les incendies. Et il commence par étudier de près tous les câbles retrouvés. J'ai été envoyé là-bas pour déterminer la cause de l'incendie à bord. Un court-circuit laisse forcément des traces en provoquant un arc électrique susceptible de faire fondre la gaine de protection du câble. Lorsque nous avons récupéré la plupart des faisceaux de câbles électriques de l'avion, nous avons bien noté quelques dommages par-ci par-là, mais rien prouvant l'existence d'un arc électrique sur un des câbles. Tous avaient été endommagés par un élément extérieur. Merritt Burkey acquiert rapidement la certitude qu'il faut chercher l'origine de l'incendie ailleurs que dans les câbles. Les recherches se poursuivent dans les marais. Elles sont d'autant plus difficiles que l'eau n'est pas stagnante. Le courant entraîne les débris vers la mer. L'une des principales caractéristiques des marais de Floride, c'est qu'ils sont recouverts d'eau. Ça bouge constamment. Le courant est lié aux marées de l'océan et complique sérieusement les recherches. Comme l'eau bouge, c'est-à-dire que le marais monte et descend, des morceaux de l'épave qui étaient bloqués sous l'eau par des herbes se retrouvent libérés et flottent à la surface. Un jour, on pouvait retourner au même endroit et trouver plus de débris que la veille. Mais les efforts sont payants et une des boîtes noires est retrouvée le deuxième jour de recherche. Eh ben, on n'y croyait plus. On a enfin trouvé une boîte. Un des pompiers de la brigade de secours sillonnait le secteur quand il a posé le pied sur l'une des boîtes oranges. Sur le site du crash, tout le monde s'est arrêté de chercher en apprenant qu'on avait peut-être retrouvé un enregistreur. Officials wasted no time bringing it out of the swamp into a police car and onto a plane for Washington. Il s'agit de l'enregistreur de paramètres. Mais le DC-9, âgé de 27 ans, était équipé d'un vieux modèle, n'enregistrant que 11 données différentes. Bien peu au regard des centaines de données enregistrées aujourd'hui. Pourtant, en lisant la première analyse des experts de Washington, Greg Fess découvre tout de suite un indice intéressant. Perdre 250 mètres en 3 secondes? C'est impossible. La boîte noire a enregistré une brutale variation de la pression atmosphérique. Dans les données enregistrées, nous nous sommes aperçus qu'il y avait une hausse brutale de la pression statique. Tout à coup, elle est montée avant de revenir à sa valeur normale. Les capteurs de pression statique sont installés sur le fuselage et servent à mesurer la pression extérieure. En prenant de l'altitude, cette pression diminue. Mais bizarrement, alors que le vol 592 était en montée, la pression a subi une forte et inexplicable augmentation. Or, l'avion n'a pas pu subir une variation d'altitude aussi forte en si peu de temps. Regarde ça. On ne comprenait pas vraiment. On en était encore au stade des hypothèses. Il y aurait eu une explosion à bord? Une onde de choc, provenant d'une explosion à bord de l'avion, pourrait sans doute expliquer cette soudaine et fugitive variation de pression. Vous commencez à penser que c'est peut-être dû à une explosion. Alors, est-ce qu'on a affaire à une bombe? À la lumière de cette nouvelle hypothèse, Merritt Burkey réexamine les débris pour tenter de trouver des traces d'une éventuelle explosion. Parmi tous les morceaux qu'on avait récupérés, il y en avait beaucoup qui étaient très abîmés, qui venaient presque tous de la soute. Certains éléments de la structure du plafond, de la soute, ce qui compose le plancher de la cabine, avaient carrément fondu. Nous avions aussi des rails de siège passagers qui avaient brûlé ou fondu. Nous en avons conclu que le feu avait été très intense.
notamment dans la partie supérieure gauche de la soute. L'enquêteur finit par trouver un indice très intéressant. C'est de l'acier inoxydable. Normalement, on ne trouve pas d'acier inoxydable carbonisé dans un incendie aérien. Les avions sont construits avec des matériaux légers comme l'aluminium ou le titane, mais jamais en acier inoxydable. Donc, forcément, cet acier n'appartenait pas à l'avion, mais au fret qu'il transportait. L'enquêteur Malcolm Brenner est chargé d'étudier de plus près le contenu du fret embarqué sur le vol 592. L'équipe d'enquêteurs sur le terrain s'intéressait de plus en plus à la cargaison qui avait été chargée à bord de l'avion et sur un lien éventuel avec l'accident. La liste des marchandises embarquées indique 3 pneus d'avion et 5 boîtes de cartouches vides d'oxygène. Le bureau des opérations de la compagnie a constaté que le manifeste de chargement des marchandises mentionnait des cartouches d'oxygène, des cartouches vides, et qu'il avait été signé par le copilote. On est prêt. J'ai transmis l'information à Greg Face. Ok. Le matériel de la compagnie, 3 pneus, 5 boîtes de cartouches. Malcolm est pilote. Il a une bonne compréhension de l'aviation. C'est un type intelligent. C'est le contenu des boîtes qui m'étonne. 144 cartouches d'oxygène vide. Attends, combien tu as dit? 144. Une cartouche d'oxygène, c'est comme une bouteille verte. Une très grosse bouteille qui fournit de l'oxygène à l'équipage et aux passagers. C'est impossible, Malcolm. On ne peut pas en trouver autant à bord d'un avion. On s'est tous demandé pourquoi cet avion transportait 144 grosses cartouches vertes d'oxygène. Malcolm a posé une question innocente. Qu'est-ce qu'ils entendent par cartouche d'oxygène? C'est ce qui a permis aux enquêteurs de prendre du recul et de se dire qu'il fallait vérifier ce que ça signifiait exactement. Pendant ce temps, sur les lieux du crash, les recherches se poursuivent. Et parmi les débris sont retrouvés des dizaines de petits cylindres de métal, cylindres qui n'appartenaient pas au DC-9. En les étudiant, les enquêteurs commencent à comprendre le contenu exact des boîtes de cartouches d'oxygène. Nous avons découvert que ce n'était pas une cartouche, mais un générateur d'oxygène. Les générateurs d'oxygène sont installés au-dessus de chaque passager et alimentent en cas de besoin le masque à oxygène qui tombe si la cabine se dépressurise accidentellement. Il suffit alors de tirer sur le masque pour enclencher une réaction chimique au sein du générateur et produire un oxygène respirable. Les masques sont reliés au générateur par un tuyau. Une fois enclenché, celui-ci fournit un complément d'oxygène aux passagers. Les enquêteurs s'interrogent. Ces générateurs d'oxygène transportés dans la soute ont-ils un rapport avec le début d'incendie? Nous avions 5 boîtes, soit en tout 144 cartouches d'oxygène chargées dans la soute. Il fallait qu'on évalue précisément le danger réel de transporter ces cartouches supposées vides dans une soute. Aucun doute. Elles ont été enregistrées comme étant vides. Est-ce qu'elles contenaient quelque chose qui aurait pu provoquer un incendie? Quelque chose qui aurait pu être dangereux pour cet avion? Alors que les hommes chargés des recherches continuent à récupérer les générateurs d'oxygène, ils constatent que si certains sont effectivement vides, celui-ci n'a jamais été utilisé. D'autres, beaucoup d'autres, sont pleins. Les générateurs d'oxygène que nous avons trouvés étaient endommagés. Certains étaient complètement aplatis, certains étaient écrasés et carbonisés. D'autres encore étaient intacts à l'intérieur, mais la boîte était fondue et endommagée. Les enquêteurs suspectent ces générateurs, car une fois déclenchés, la réaction chimique peut générer des températures très élevées. Ils peuvent devenir très chauds, Greg. Vraiment très chauds. En clair, la température peut atteindre les 260 degrés. Raison pour laquelle les boîtes sont installées dans le plafond, entourées d'une protection thermique.
Un générateur d'oxygène, qui n'est pas installé correctement dans la cabine passager, représente un danger mortel. Car s'il est à proximité de matériaux combustibles, vous avez toutes les chances pour qu'il provoque un incendie. Les enquêteurs en sont maintenant convaincus. Le vol 592 transportait dans ses soutes des produits chimiques qui n'étaient pas correctement conditionnés. Et si les pilotes en avaient eu connaissance, ils n'auraient sans doute jamais signé le manifeste de chargement. Et les 110 occupants de l'avion seraient toujours vivants. Quatre jours après l'accident du vol 592, un expert en matière dangereuse, Jim Anderson, rejoint l'équipe des enquêteurs. Il était impératif pour nous de retrouver les documents originaux indiquant la provenance de ces générateurs d'oxygène et leur parcours jusqu'à la soute de l'avion. Jim Anderson se plonge dans l'historique de la flotte de ValueJet. Nous avons appris que ValueJet avait récemment acheté 3 appareils à d'autres compagnies. Bon, je crois savoir d'où ils viennent. Sur ces nouveaux avions, le service de maintenance de ValueJet avait ordonné une vérification des dates de chaque générateur. En effet, les générateurs d'oxygène ont une date de péremption. Et la compagnie avait dû remplacer tous les générateurs périmés sur les avions récemment acquis. Cette mission de remplacement avait été confiée à la société Sabre Tech. Nous avons interrogé le personnel de la maintenance pour savoir comment ils avaient géré ça. Je vous remercie d'être venu. Les générateurs d'oxygène avaient été retirés d'un autre avion. Nous voulions être certains qu'ils avaient été démontés conformément au manuel technique. Sabre Tech affirme avoir démonté quelques 144 générateurs d'oxygène. Presque tous étaient périmés, mais tous étaient encore opérationnels. Or, le démontage et le transport aérien de générateurs d'oxygène sont encadrés par une réglementation très stricte. La procédure officielle décrit précisément comment les démonter et comment les remplacer par de nouveaux générateurs. Une fois qu'ils ont été démontés, une des consignes à respecter est de remettre le capuchon de sécurité pour empêcher le générateur d'être activé accidentellement. Il est indiqué qu'on doit mettre des capuchons de sécurité. On en a? Beaucoup de mécaniciens savaient à quel point ces générateurs étaient dangereux. Ils savaient qu'il fallait mettre des capuchons de protection. Beaucoup nous ont dit qu'ils avaient demandé à leur contremaître de leur fournir ces capuchons. Il ressemble à ça. Vous en avez déjà vu? Non, il n'en avait pas. Et on ne peut pas les enlever des nouveaux. Jim Anderson découvre que, faute de capuchons de protection disponibles, les mécaniciens de Sabre Tech avaient improvisé une solution. Le personnel de maintenance n'avait pas de capuchon de sécurité. Le règlement mentionnait également qu'il fallait enrouler les cordons autour du générateur d'oxygène. Certains mécaniciens ont jugé que ces cordons étaient inutiles et ils les ont carrément coupés, ce qui faisait que les goupilles de sécurité n'étaient plus fixées dans le générateur. Vous avez mis les étiquettes sur les générateurs? Après les avoir démontés, j'ai mis une étiquette verte. Et sur les étiquettes, il était écrit le mot « expiré ». Mais les enquêteurs ignorent encore comment ces 144 générateurs d'oxygène ont pu se retrouver quelques mois plus tard dans la soute d'un avion de ligne. À ce stade-là, ils peuvent être stockés, mais le règlement exige qu'ils soient conditionnés en tant que déchets dangereux. En interrogeant les responsables du transport de chez Sabre Tech, les enquêteurs apprennent que les générateurs sont restés entreposés dans un hangar durant des semaines. Sabre Tech attendait la visite d'un nouveau client. Pour faire bonne impression, ils ont mis de l'ordre dans leurs locaux et dégagé de l'espace. Comme les générateurs faisaient partie du matériel appartenant à ValueJet, ils ont décidé de le retourner à ValueJet. C'est ainsi que les générateurs ont été restitués à la compagnie, qui les a embarqués à bord du vol 592 pour les ramener à son siège à Atlanta.
Est-ce que quelqu'un a vraiment cru que expirer signifiait vide? Sur les documents de transport, les générateurs d'oxygène sont mentionnés par le mot oxy, OXY, qui désigne les cartouches d'oxygène suivies du mot vide. Ça posait un sérieux problème parce que ces générateurs n'étaient pas vides. Ils étaient arrivés à expiration, ce qui veut dire qu'ils avaient dépassé la date de péremption. L'emploi du mot vide était un contresens. En plus, le transporteur n'était pas familiarisé avec ce genre de matériel. Au bout du compte, ces générateurs pouvaient encore être activés. Ils n'avaient pas été correctement sécurisés ni correctement emballés. On envisageait sérieusement qu'ils étaient à l'origine de l'accident ou, au minimum, qu'ils avaient pu constituer un facteur aggravant de l'incendie. Le 11 mai 1996, une cargaison potentiellement dangereuse a donc été embarquée à bord du vol ValueJet 592. Cela dit, en théorie, la soute du DC-9 est conçue pour résister à un début d'incendie. Les réglementations exigent que la soute soit hermétique. En fait, si on a un incendie dans la soute, il va s'éteindre tout seul, car c'est hermétique. Mais que se passe-t-il lorsque la cargaison produit elle-même l'oxygène qui va alimenter l'incendie? Nous étions au courant pour les générateurs d'oxygène. Nous savions qu'ils pouvaient générer un incendie. Mais nous ne savions pas estimer, en l'état des choses, leur pouvoir réel de provoquer la chute d'un avion. Les enquêteurs se rendent alors au laboratoire incendie de la FAA. Ok, allons-y. Ils espèrent pouvoir reproduire l'incendie qui a ravagé le vol 592. 1 minute avant l'embrasement. Nous avons déclenché manuellement un des générateurs d'oxygène. Rien du tout. On n'a pas vraiment obtenu d'incendie. Le fait est là, l'activation accidentelle d'un seul générateur d'oxygène n'est pas suffisante pour déclencher un incendie. Comment ces trucs ont-ils pu mettre le feu? Pour les enquêteurs du NTSB, la déception est sévère, car ils se révèlent incapables de prouver leur théorie. Bref, pour eux, c'est presque un retour à la case départ. Dans quoi ils étaient emballés au juste? Ils décident alors de s'intéresser non plus aux générateurs eux-mêmes, mais à l'emballage des générateurs. Comment étaient-ils conditionnés pour le transport? Lors de nos premiers tests, nous ne les avions pas emballés exactement comme ils l'avaient été. Mettez une couche de papier bulle comme ça dans toutes les boîtes. Lors du premier test, nous n'avions pas utilisé de papier bulle, c'est-à-dire celui qui avait été mis au-dessus des générateurs avant de refermer la boîte. Nous avions juste posé 5 boîtes de générateurs sur un pneu et mis quelques bagages autour. Ok, on y va. Ça a fait un bruit incroyable. Ça faisait comme un cri très aigu. On s'est tous regardés complètement interloqués. Le son était assourdissant. En moins de 10 minutes, le plafond du conteneur d'essai atteint presque les 1100 degrés. Seigneur Tout-Puissant. Nous avons presque détruit le centre de test. À la 11e minute, la température est si élevée qu'elle dépasse le seuil de lecture des instruments. Allons éteindre ce feu.
Nous étions face à un feu agressif, et aucun de nous ne s'attendait à avoir provoqué un feu d'une telle intensité et d'une telle température. C'était vraiment étonnant de voir à quel point un truc de cette longueur et de cette hauteur pouvait être destructeur. Cette fois, l'expérience confirme la théorie du NTSB. Ce sont bien les générateurs d'oxygène périmés et mal conditionnés qui sont à l'origine du crash du vol 592. Et aucune soute d'avion n'aurait pu résister à un tel incendie. Le problème avec le vol 592, c'était qu'on avait dépassé la limite de résistance de la soute de la classe D. Car même si elle était hermétique, elle ne pouvait pas résister à 144 sources distinctes d'oxygène. Les enquêteurs en sont maintenant persuadés. Le déclenchement accidentel d'un générateur d'oxygène périmé durant le chargement ou le décollage est à l'origine de l'incendie qui a ravagé le vol 592 et coûté la vie à 110 personnes. Avec l'aide des deux boîtes noires, les générateurs d'oxygène sont chargés un peu après 13 heures. Les enquêteurs peuvent maintenant reconstituer la suite des événements après le décollage du vol 592. Vario positif. Train rentré. On entend un bruit sourd dans l'enregistrement des conversations dans le cockpit, qui a provoqué une réaction du commandant. C'était quoi? Je ne sais pas. Quand on relie ce bruit sourd, ce coup, aux données enregistrées du vol, on constate qu'il se produit exactement au même moment que la hausse brutale de la pression statique. Ce son enregistré par la boîte noire est celui de l'explosion d'un des pneus chargés dans la soute. Une explosion également enregistrée par l'autre boîte noire. Quel est votre problème? Feu à bord! Fumée dans le cockpit. Fumée dans la cabine. C'était 30 secondes après l'explosion. Hazen a demandé un retour vers Miami. 592, demandons retour immédiat à Miami. On entend beaucoup de bruit de fond, et on a l'hôtesse qui vient dans le poste. Il y a le feu partout! Il parle de la gravité de l'incendie, et puis c'est le silence. Et ensuite, rien. Il n'y a plus aucun échange au sein de l'équipage. Il n'y a plus de conversation, aucune communication verbale. Tout ce qu'on entend, c'est un souffle. Ça nous indiquait que ce qui était arrivé avait été tellement brutal que l'équipage avait perdu connaissance. Le feu a mis seulement 3 minutes et 42 secondes pour faire chuter l'avion. L'équipage rendu inconscient par les fumées toxiques, l'avion n'avait plus aucune chance de pouvoir atterrir. Suite à cet accident, l'administration fédérale de l'aviation américaine a interdit de vol la compagnie ValueJet. Quant au NTSB, il a recommandé une meilleure formation des techniciens conditionnant les générateurs d'oxygène. Il n'y avait pas de méchants avec des chapeaux noirs. Il y avait juste des gens qui essayaient de faire de leur mieux. Et surtout, le NTSB a renouvelé sa recommandation faite 8 ans plus tôt, demandant l'installation de détecteurs d'incendie et d'extincteurs dans les soutes de tous les avions de ligne. À la suite du crash de ValueJet, la FAA a revu sa réglementation et a demandé l'installation de systèmes d'alerte incendie et d'extinction de feu. Mais elle aurait dû le faire depuis longtemps. An inferno, what a hell those people went through. And our loved ones are dead because this agency has not done its job. C'est une mention classique de pierre tombale. On inscrit le nombre de morts et c'est ce chiffre qui fait réagir le public et qui pousse à faire changer les choses. Le ministre des Transports a perdu son poste
L'administrateur de la FAA a perdu son poste à cause de cet accident. C'était une leçon très importante. Et c'est vraiment malheureux qu'elle ait coûté un tel prix. Mais ce crash a déclenché des changements majeurs dans l'industrie. Et nous travaillons tous ensemble pour éviter que cela ne se reproduise.